Une fois que je serai parti. Voilà, alors pourquoi suis-je ici? Il n'y a pas de raison particulière. Jean-Marc, qui est dans l'escalier, dont j'ai découvert qu'il était membre de l'association que je préside, qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Alors, pourquoi Égalité et Réconciliation? Parce que personne ne peut être contre, c'est un truc le plus ouvert possible. M'avait proposé de venir à Hong Kong. J'avais dit oui en pensant que ça se ferait jamais, parce que j'aime pas trop voyager, que c'est loin, et que j'ai pas de raison particulière d'être ici, je reconnais, il n'y a pas d'enjeu pas particulier à Hong Kong, mais il se trouve qu'un jour, Jean-Marc m'a envoyé le billet d'avion, il m'a montré qu'il y avait une réservation dans un bon hôtel, donc je suis venu, c'est pour ça que je suis là. Et je suis en fait plutôt là au départ pour découvrir Hong Kong et découvrir effectivement quelque chose d'assez rare qui est la colonie française de Hong Kong, parce que comme vous le savez, ça peut être d'ailleurs un sujet dont on peut parler, c'est effectivement que le français voyage mal, c'est-à-dire qu'il y a finalement le français n'est pas un grand colonisateur, contrairement à ce qu'on nous raconte en France, où on n'arrête pas d'être comment dirais-je, fustigé sur ce terrain-là. C'est une question d'ailleurs intéressante. Pourquoi le français n'est-il pas un grand colonisateur? Parce que la qualité de vie a toujours été de très bon niveau en France. Il n'y a jamais eu de raison profonde pour que le français s'expatrie. Et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a une forte expatriation du français à l'étranger, ça prouve bien que la France est dans une situation de crise, parce que contrairement à l'italien du Sud et à l'irlandais, le français n'a jamais colonisé grand-chose, car il faisait suffisamment bon vivre en France pour que le français n'ait pas de raison de bouger. Ce qui veut dire qu'à la fois on peut le déplorer, parce qu'il n'y a pas une grosse puissance du français à l'étranger, par rapport aux Irlandais, aux Italiens notamment, en Amérique ou aux Anglais, mais en même temps c'est quelque chose dont on doit se réjouir aussi, parce que finalement la France est plutôt le pays où tous les gens du monde rêvent de venir vivre plutôt que l'inverse. Voilà. Donc je suis toujours étonné quand je vois des expats et des Français de l'étranger, et je dois dire que c'est assez émouvant de voir qu'il y a des gens ce soir qui sont venus me rencontrer, et surtout se rencontrer les uns les autres, puisque j'ai reçu beaucoup de mails de gens qui disaient vous venez à Hong Kong, je souhaiterais vous rencontrer. Je leur ai dit venez me voir ici et à la librairie après-demain, je crois, parce que finalement beaucoup de gens qui sont ici ne se connaissent pas les uns les autres aussi. Donc c'est un autre sujet aussi. Le français n'est pas très communautaire, n'est pas très solidaire souvent, quand nous avons une très forte culture de l'individualisme, puisque nous sommes un peu les inventeurs de l'individualisme d'une certaine façon, et nous payons le prix, c'est-à-dire que le français aime bien être seul contre tous, seul contre lui-même, seul en général contre son propre pays. Il a beaucoup appris l'autocritique, et ce qui a un coût certain, c'est que finalement à force d'être seul et peu solidaire, on est aussi assez fragile, et finalement le rayonnement s'en ressent. Voilà. Donc si ce soir je peux contribuer à faire en sorte que les Français de Hong Kong se connectent et se contactent pour constituer quelque chose qui est à la base de tous les pouvoirs occultes et de tous les pouvoirs non dits et non appris à l'école, ce qui s'appelle des réseaux, je serais utile, parce que je pense que pour le reste, je vais parler parce que c'est le rituel, mais je pense qu'ici les gens connaissent à peu près ce que je dis et ce que j'ai à dire. Sans doute parce qu'ils vont sur Internet. On peut aussi dire un petit mot sur Internet. C'est intéressant d'ailleurs, je suis ce qu'on peut appeler un intellectuel français dissident, c'est comme ça que je me présente. C'est-à-dire que je suis un peu le Solzhenitsyn du pauvre de la France, c'est-à-dire que je pense être très français et profondément français, et pour cette raison-là, je suis pratiquement banni et interdit de médias en France. Je vis une situation assez paradoxale qui est l'équivalent de celle de Dieudonné dans un domaine différent. Lui, c'est les comiques, moi, c'est les écrivains, puisque de fait, je suis écrivain, même si c'est un terme dont je ne me gargarise pas. Je suis plutôt quelqu'un qui écrit des livres. Mais bon, j'en suis à mon 11e livre, donc il se trouve qu'effectivement, je suis de fait écrivain. Ce que j'ai écrit m'a amené progressivement à être très marginalisé en France, à être totalement interdit de médias, ce qui est assez étrange, tout en vendant des livres. Ce qui est assez ironique et assez, je dirais même jouissif pour moi, c'est que mon avant-dernier livre, Comprendre l'Empire, qui est ici, qui est une somme, je veux dire une synthèse, et sans doute mon meilleur bouquin, parce que j'ai passé 3 ans dessus à essayer de faire quelque chose de très synthétique qui explique le processus mondialiste, pas la mondialisation d'ailleurs, il faut bien être
nuancer la mondialisation, qui est un processus général lié à l'évolution des techniques de communication, qui fait que ça rapproche les gens les uns des autres, dont on doit sans doute se féliciter, et le mondialisme, qui est un projet politique plutôt proche du complot, qui est de vouloir finalement, dans la version positive, ne faire de la Terre qu'un grand village global, mais on se rend compte, quand on regarde d'un peu plus près, que ça passe par une destruction des cultures, une soumission à un modèle unique culturel qui est plutôt un modèle de consommation assez bête. Et c'est le sujet de ce bouquin-là. Donc pour finir cette parenthèse, ce bouquin Comprendre l'Empire, que j'ai sorti en France il y a maintenant 2 ans, qui n'a été recensé par aucun journal, aucun journaliste et aucun média. C'est-à-dire que je ne suis même plus maintenant diffamé comme je l'étais à une certaine époque et injurié, parce que ça me faisait encore de la publicité. Aujourd'hui, je n'existe pas. C'est-à-dire que, mais par ailleurs, ce bouquin en est à sa 13e réimpression. Je crois que nous en sommes à 45 000 exemplaires. Plusieurs fois rentré dans la liste des meilleures ventes de l'Express et du Nouvel Obs, en étant considéré comme un non-auteur. Récemment, un journaliste à qui mon attaché de presse avait demandé de m'inviter pour mon dernier bouquin qui s'appelle Chronique d'avant-guerre, qui sont tous mes articles depuis 2008, a dit qu'il n'était pas question d'inviter un pseudo-écrivain tel que moi, qui ne méritait pas d'être seulement recensé, etc. Donc c'est une espèce de climat très étrange en France, où à la fois je suis lu et connu, notamment grâce à Internet, puisque ça aussi on peut en parler. J'ai survécu au boycott des médias par l'Internet. J'ai dans un premier temps été mis au banc, ce qui prouve bien un système quand même. Mes analyses sont fondées sur mon propre vécu, souvent. Je suis ma propre souris de laboratoire et je fais de la sociologie qualitative sur moi-même, c'est-à-dire que je vois ce qui m'arrive et j'analyse. J'ai été à un moment donné sorti des médias sur des sujets assez précis que vous connaissez sans doute, notamment la question palestinienne, le refus de la diabolisation du Front National, des choses comme ça, qui étaient de mon point de vue quelque chose qui me venait naturellement par une réflexion. C'est-à-dire qu'en fait ce que je fais souvent ne correspond à aucune stratégie, c'est-à-dire que j'ai été éduqué par l'école républicaine, donc j'ai appris à maîtriser ce qu'on appelle le logos grec, c'est-à-dire j'ai un bon sens logique. J'ai été élevé par l'école républicaine et j'ai cru à la promesse républicaine, au mensonge républicain, liberté, égalité, fraternité. Et avec cette base, finalement, j'ai fait quelque chose qui paraît assez incroyable à beaucoup de gens, c'est que j'ai continué à me servir de ce que l'école m'avait appris pour critiquer la société française telle qu'elle est, en fonction des critères qu'on m'avait appris, c'est-à-dire ce qui est considéré comme bien ou progressiste, mal, etc. Donc j'ai commencé à critiquer la montée des communautarismes, qui me semblait assez étrange, parce que si les gens qui ont un peu de culture savent que ça n'existe pas la notion de communauté n'existe pas dans la Constitution française. On a dit le monde de la République a dissous les corps intermédiaires, et justement parce que rien ne devait exister entre l'individu citoyen et la nation, et qu'aujourd'hui je me retrouve parfois envoyé au tribunal par des communautés qui agissent face à la loi en termes de communauté, alors qu'elle n'existe pas légalement, ce qui est assez étrange. Donc il y a une espèce de glissement en France, je dirais, d'illégalité, mais qui quand même représente le pouvoir. Et les gens qui essayent comme moi de se maintenir sur, je dirais simplement, une espèce de France gaulienne des années 60, puisque c'est mon enfance, je suis né, j'ai eu la chance aujourd'hui, ce qui est finalement une chance d'avoir vécu sous 4 papes différents, par exemple. Je suis né sous Jean XXIII, j'ai fait Paul VI, j'ai fait Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI, j'en ai fait 5. Et effectivement, je suis né à la fin des années 50, j'ai fait ma petite scolarité dans les années 60, j'ai été lycéen dans les années 70, vaguement étudiant dans les années 80, et finalement, ce qui est très important, c'est vrai, d'avoir connu la France d'avant mai 68, au niveau notamment de la petite école primaire, ça m'a donné finalement une espèce de culture non apprise, de culture, ce qu'on appelle la culture naturelle, c'est un terme de Jean-Jacques Rousseau, je crois, qui me permet effectivement de continuer cette critique et d'essayer en fait de rester un citoyen français tel qu'on me l'avait appris, et de simplement rester un citoyen français de type on va dire gaulliste de gauche, si je voulais
employer quelque chose qui correspond à peu près à ma sensibilité, me vaut aujourd'hui d'être totalement marginalisé en France, persécuté sur le plan... j'ai encore un contrôle fiscal qui vient de tomber, là. On pourra parler aussi de ces armes qu'a l'État français pour vous châtier. Récemment, un commando m'a agressé. Ils vont passer au tribunal le 28 janvier parce qu'en plus, ils se sont fait attraper. Donc, je suis agressé physiquement. J'ai 2-3 procès par an pour injure et diffamation. C'est-à-dire que de faire mon travail, qui est vraiment une spécialité française, c'est-à-dire de libre penseur, de critique, de pamphlétaire, me coûte en réalité assez cher. Les gens me demandent pourquoi on n'est pas plus nombreux à le faire. C'est parce que c'est dangereux économiquement, contrôle et redressement fiscal. C'est dangereux physiquement, agression. C'est dangereux sur le plan des judiciaires et pécuniaires, parce que ce sont des condamnations. J'ai récemment été condamné à 6 000 € d'amende. Dieudonné vient de prendre 20 000 € d'amende pour avoir fait une chanson. On est dans la France qui était le pays, soi-disant, des droits de l'homme et de la liberté, est aujourd'hui un pays où il y a une espèce de chape de plomb du politiquement correct et dans une espèce de régime de peur, où effectivement les gens en fait savent qu'effectivement s'exprimer peut coûter assez cher, et je dirais que c'est un peu mon combat est un peu celui-là. J'essaie d'essayer de défendre coûte que coûte une tradition française qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec le bistrot, c'est-à-dire l'idée que en France, c'est le pays où il y a le plus de café au monde, je crois. On va au café, on est au bar, en général on est debout, il y a des gens qu'on connaît plus ou moins et on parle des sujets politiques. Et il y a cette espèce de débat automatique où chacun exerce et affine son talent dialectique. Moi je suis un dialecticien de bistrot, c'est-à-dire, et ça c'était le charme de la France tel que je le conçois et tel que je le revendique, avec aussi un style qui renvoie sans doute à Audiard, peut-être à Céline, c'est-à-dire d'éviter aussi le jargonnage, qui est aussi une mode aujourd'hui, le spécialisme, le jargonnage, des gens qui disent de façon très compliquée des choses très simples et en plus souvent fausses et creuses. Donc j'essaie de maintenir finalement quelque chose qui m'aurait valu aucune notoriété dans les années 60, mais par le fait de cette persécution et je dirais de cette transformation de la France en quelque chose d'autre que la France, le fait même que je reste simplement français, je pense que c'est à la limite la raison peut-être d'une certaine notoriété. Je reste français dans une France qui se nie elle-même et qui est interdite d'être elle-même systématiquement et par tous les moyens. Finalement, ce travail de résistance, de dissidence, me donne une petite notoriété, notamment par des choses sans doute que vous connaissez si vous êtes là, qui sont mes vidéos du mois. Puisque pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, après avoir été banni totalement des médias, j'ai compris effectivement qu'on ne pouvait pas exister sans les médias. C'est pas pour rien que certains groupes de puissance, de pression, certains réseaux prennent le contrôle des médias, parce que j'étais un bon vendeur de livres, je vendais à peu près 30 000 exemplaires de chacun de mes bouquins. C'est prouve que j'avais vraiment des lecteurs. Et du jour où j'ai été banni, interdit des médias et diabolisé, parce que je suis tombé à 4 000, quoi. Et il y a une réalité économique dont on ne parle jamais, c'est qu'un écrivain qui vend 4 000 bouquins, s'il lui faut un an et demi pour le pondre, parce que je fais partie de ces gens qui écrivent eux-mêmes leurs livres, ce qui est devenu assez rare. Il faut savoir que c'est très important de comprendre que nous mettons en avant des personnages en France qui ont pignon sur rue d'un point de vue de la notoriété, de la respectabilité. Je parlais par exemple de M. Attali, qui a été condamné 2 fois pour plagiat. Et pour plagiat parce qu'il paye tellement mal ses nègres que ses nègres, moi j'ai été nègre moi-même, quand on respecte pas celui pour qui on écrit, parce qu'on ne peut que mépriser quelqu'un qui vous paye pour écrire à sa place, et qu'en plus on est mal payé, qu'est-ce qu'on fait? On va piquer chez Ernst Junger, on va piquer dans un vieux bouquin qu'on a trouvé au puce, et puis de temps en temps il y a un journaliste qui fait bien son boulot, ou un type un peu moins inculte que les autres, qui pointe que des pages entières sont reprises d'un autre auteur, et en général le faux écrivain, je prends Attali parce que c'est vraiment un des meilleurs exemples, se fait choper parce qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dans son propre bouquin, et il ne sait même pas qu'il y a des pages et des pages entières piquées directement d'Ernst Junger au mot près. Et nous sommes dans ce monde-là en France aujourd'hui où des gens sont considérés comme des honnêtes gens, des intellectuels de haut vol, etc., alors que ce sont des voyous et des escrocs. Et c'est tragique parce que la France n'est quand même pas l'Ouganda. Je veux dire, on a quand même une haute tradition. On est quand même les inventeurs de l'humanisme. Ça commence avec La Boétie et Montaigne. Et c'est très douloureux pour moi, non seulement de subir je ne parlerai pas de Bernard-Henri Lévy, parce que là, ça pourrait être un sujet comique, mais c'est pas si drôle que ça, parce qu'il faut savoir, à l'étranger, Bernard-Henri Lévy est considéré comme le plus grand intellectuel français, je veux dire au sens institutionnel et officiel. Et ça nous vaut d'être ridicule
d'être ridicule et ridiculisé dans le monde entier, alors que la France était quand même la grande nation, un pays qui était respecté dans le monde entier pour son haut niveau culturel, la production de ses intellectuels, et je crois que nous le payons très très cher aujourd'hui en termes de rayonnement, en termes de crédibilité, ça a même sans doute même des incidences économiques. Il ne faut pas oublier, ça coûte Bernard Lévy nous coûte très très cher, en plus de nous humilier, de nous déshonorer. Et c'est cette situation française où moi je suis aujourd'hui traité comme un chien crevé en France, alors que j'ai des lecteurs dans le monde entier, et que je pense que si Bernard Lévy organisait le même café philo ce soir que moi, avec la même absence de battage médiatique, il y aurait le quart des gens qu'il y a ce soir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très malsain aujourd'hui en France. Ça ressemble à l'URSS de Brejnev, hein, quelque part. C'est qu'on a une pensée officielle, des intellectuels officiels, etc., qui ne représentent plus rien en termes de prestige, qui ne sont plus rien sur le plan du concept. Car si je reprends Bernard Lévy, tous les grands intellectuels ont dit qu'il était une nullité depuis qu'il a écrit sa première phrase, depuis 1976-77. Et il est quand même omniprésent dans les médias, et il a même la puissance qui n'est même pas au-delà de celle d'un Malraux, c'est-à-dire de déclencher les guerres. Il a déclenché la guerre de Libye, c'est quand même incroyable. Et ça, c'est quelque chose de très douloureux, de très humiliant, de très insultant et de très grave. Je veux dire, voilà. Et c'est aussi... j'ai pas préparé rien du tout ce soir parce que je n'aime pas préparer les conférences, j'en ai fait tellement que j'improvise. Et là, quand je vois ce soir, je me dis que je suis face à la petite communauté, à la petite colonie française de Hong Kong. Je me dis, comment peut-on encore rayonner dans le monde, nous qui avons été la grande nation, dont le français était la langue diplomatique, il ne faut pas oublier. J'ai parlé avec la dame libraire que je salue, qui d'ailleurs est suissesse, qui me dit, j'ai dit, qui achète vos livres? Elle me dit, c'est aussi des Chinois qui apprennent le français parce que pour eux c'est un prestige d'apprendre le français. Alors évidemment ils le font par rapport à Chanel et à Louis Vuitton, hein, pas par rapport à Rousseau et à Montaigne. Mais on arrive encore à avoir un petit peu de prestige grâce au sac à main et aux chaussures Louboutin. Mais c'est quand même très angoissant de penser et c'est que la France, qui est quand même qui fait partie des grandes nations culturelles de ce monde dominant qu'est le monde occidental, et aujourd'hui une nation qui a ce statut très particulier qu'on voit très peu ailleurs, peut-être on le voit en Allemagne pour des raisons historiques, où en fait un intellectuel français est quelqu'un dont la spécialité est d'être un crétin inculte qui crache sur la France, sa culture, son peuple et son histoire. C'est quand même dramatique, et c'est strictement anormal d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire que quand on étudie les communautés humaines, une communauté ne peut pas fonctionner sur un roman national, comment dirais-je, de mort, de mortifère et dysfonctionnel. C'est-à-dire la haine de soi, qui est un concept utilisé par d'autres de façon défensive assez intelligemment, nous est imposée à nous systématiquement. Nous n'avons le droit que de battre notre coude, et notre dernier président de la République, qui est président de la République par hasard, qui porte un nom, ce qui est assez drôle, de pays étranger, qui ne sait même pas que le drapeau français n'est pas le drapeau hollandais. Il y a quand même sur la photo officielle un drapeau qui n'est pas le drapeau de la France, et dont toutes les prestations politiques récemment a été de demander repentance pour les soi-disant massacres de Charonne, dont les étudiants comme les intellectuels comme Lugan savent que c'est une escroquerie et un montage du FLN, il faut le savoir. Donc on se passe son temps à s'excuser, à se repentir. Je ne parle pas d'autres sujets, effectivement. C'est-à-dire que le français est quelqu'un qui doit apprendre à avoir honte de lui-même, honte de son histoire, honte de sa culture, etc. C'est forcément très dangereux. Parce qu'une communauté humaine fonctionne sur ce qu'on appelle un roman national, qui est toujours de la mythification et de la mythologie. Ce que savent les intellectuels de haut vol, c'est à eux de faire le travail de sérieux et de rigueur doit toujours être fait, mais qui au niveau des masses, de la masse, doit être quelque chose qui vous pousse en avant et qui vous pousse à la fraternité, à la confraternité, etc. Si nous avons aujourd'hui en France un énorme problème avec les jeunes des banlieues, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à un jeune rappeur issu de notre ex-empire colonial de se mal comporter en France, quand les éducateurs lui ont dit depuis qu'il est à l'école que la France était un pays de collabos, de racistes, de colons, et que finalement le ministère de la Culture sous Jacques Lang sponsorisait et finançait un groupe de rap qui s'appelait Nique ta mère, ce qui voulait bien dire qu'il y a la chose la plus agressive qui existe, c'est pas pour rien que c'est la déclaration de guerre ultime, c'est fils de pute, ça veut bien dire ce que ça veut dire, nique ta mère, voilà. Et c'était considéré comme de la haute culture dans les années 90. On est quand même dans une situation très grave, après on pourrait analyser comment on en est arrivé là,
où effectivement, j'ai vu la même chose en Allemagne récemment en allant à Berlin, hein, où on voit les Allemands baisser les yeux et avoir honte de ce qu'ils sont en permanence. C'est quelque chose d'assez grave qu'un peuple soit élevé uniquement dans la honte de lui-même, et surtout qu'on en arrive à un anti-roman national. C'est-à-dire qu'effectivement, tout roman national est une mythification et un arrangement avec la réalité de l'histoire souvent beaucoup plus trivial, mais je ne connais pas tellement de pays. Quand je regarde par exemple à contrario le roman national algérien promu par le FLN, c'est tout le contraire. Et ce qui donne d'ailleurs cette espèce de fierté de l'Algérien, parce que j'ai beaucoup d'amis algériens. Et si je regarde en ce moment mes amis vénézuéliens, pareil, fierté d'être vénézuélien. Les Américains sont incroyablement patriotes. En France, être français n'est qu'un sujet de honte, de repentance, d'excuses, etc. Je crois qu'on a commémoré militairement Trafalgar et on a refusé officiellement de commémorer Austerlitz. La marine française a envoyé un bâtiment pour commémorer Trafalgar, c'est-à-dire la plus grande défaite maritime de l'armée française. C'est forcément quelque chose de très malsain, et je le dis en plus qui finira mal. Hein, voilà. Et moi je suis pris dans ce truc où j'essaie simplement de dire il y a des raisons d'être fier d'être français. L'autocritique est une spécialité française de toute façon. Nous sommes, je le dis, des helléno-chrétiens qui avons été élevés, qui avons produit quelque chose qui s'appelle l'humanisme français, qui est une synthèse de la pensée grecque et sans doute de quelque chose qui nous vient de la chrétienté, c'est-à-dire le doute interrogateur et la compassion, qui est quelque chose de très beau, qui fait à mon avis le génie français, mais de très fragile. C'est qu'on a tendance à être facilement dans la culpabilité, facilement tourné vers l'autre plutôt que vers soi-même, et je pense que certains groupes de pression, une certaine logique dans un certain rapport de force géopolitique, certains ont abusé de cette qualité pour la retourner contre nous. Aujourd'hui, nous sommes finalement victimes. Le français finalement est victime, je le constate en voyageant, parce que je voyage beaucoup, victime de sa gentillesse. Quand j'étais en Serbie, les Serbes ne comprenaient pas que les Français s'aplatissent systématiquement devant leurs délinquants immigrés. Pour eux, c'était incompréhensible. Et chaque fois que je me suis déplacé récemment, au Liban, en Syrie, les gens disaient, mais nous avons un très grand respect pour la France. Les diplomates français qui sont en place ici n'ont même pas le respect pour leur propre pays que nous avons pour ce pays. C'est profondément angoissant et tragique. Et ça explique sans doute effectivement quelque chose qui ressemble un peu à ma notoriété, c'est que je prétends, moi, très immodestement, essayer de défendre l'honneur français, de me battre pour cet honneur français, et je suis, comme Bayard, un Français sans peur et un chrétien sans reproche. Enfin, j'essaye, c'est mon idéal. Et moi, j'invite les gens à cette prise de conscience positive. Il est tragique de voir que le français est très souvent admiré à l'étranger, enfin pour moi pour sa culture et son histoire, même si le français immédiat est souvent pris pour un prétentieux et un emmerdeur. Ça aussi c'est un sujet dont on pourrait parler, mais je pense que ça a à voir, quand on est élevé dans la honte de soi et la culpabilité permanente, on devient quelqu'un de désagréable parce qu'on est un être en souffrance, et c'est tragique de voir effectivement que chaque fois que je vais entendre dire du bien de la France, il faut que j'aille très loin à l'étranger, et là j'entends des gens vous dire beaucoup de bien de l'école française d'Orient, notamment des lycées français à l'étranger, etc. Et là, je discutais avec notre ami libraire tout à l'heure qui me disait qu'il y avait une librairie française à Hong Kong, tenue d'ailleurs par une Suissesse, et que par exemple, il n'y avait plus de librairie française à New York. Je ne le savais pas. C'est quand même assez angoissant de se rendre compte de ça. Mais il est évident que si les grands intellectuels français aujourd'hui, ou les grands artistes français sont effectivement Bernard-Henri Lévy, Attali, Marc Lévy, je ne sais pas, ou même Amélie Nothomb, etc., on peut effectivement comprendre un déclin. C'est-à-dire qu'effectivement, à part peut-être Michel Houellebecq, qui peut être considéré comme un écrivain important de langue française et qui a pu effectivement inspirer le respect des lecteurs étrangers, ce que le système français promeut comme élite française est dans tous les secteurs pratiquement, en tout cas le secteur culturel que je connais, catastrophique. Et ça
c'est un de mes combats, un combat, je dirais presque de reconquête, qui justifie que j'ai créé cette association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, que j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Contre-Culture, pour essayer de faire ce que les éditeurs ne font plus en France, ce que les producteurs ne font plus. Parce que pour le dire de façon caricaturale, aujourd'hui pour moi un éditeur en France c'est quelqu'un qui empêche les bons livres d'être édités, un producteur est quelqu'un qui empêche les bons cinéastes de pouvoir faire des films, c'est assez tragique. Donc moi je suis dans cette démarche aujourd'hui d'essayer de résister à l'écrasement de la France, déjà au niveau culturel, qui sans doute d'ailleurs accompagne aussi un écrasement de la France sur le plan économique. Sans doute que les deux choses vont ensemble. D'essayer de résister à ça et de refaire découvrir, notamment récemment, j'ai fait, pour ceux qui vont sur le site Égalité et Réconciliation, j'ai fait redécouvrir récemment aux gens qui consultent le site un acteur comme Max Linder, que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, dont Charlie Chaplin dit c'est mon maître et c'est lui qui m'a tout appris, en sachant que Max Linder était déjà un génie du cinéma burlesque en 1905, alors qu'il est fallu attendre 1914 pratiquement pour voir Charlie Chaplin faire à peu près la même chose, les mêmes gestes avec la canne, etc. C'est-à-dire que nous avons un génie burlesque qui 10 ans avant Charlie Chaplin fait des films courts comiques, en inventant le vocabulaire cinématographique, etc. Il est pratiquement... Charlie Chaplin le reconnaît que c'est son maître, il est pratiquement inconnu en France, pratiquement pas promu. Ces films ont été restaurés très récemment là, par la volonté de sa fille, et ça c'est assez incroyable que souvent ce sont les étrangers qui font le travail de redécouverte des génies et des talents français. Alors quand on s'intéresse, pareil, on se rend compte que si on veut parler par exemple du cinéma, les Français ont à peu près tout inventé dans le cinéma. Par les frères Lumière, déjà, ils ont inventé la technique cinématographique, ils ont fait les premiers films. Max Linder a été un des premiers à faire des films de fiction, et on est par contre étrangement rarement capable, on se fait en général piquer le truc, et on finit par oublier même qu'on a été pionnier dans certains domaines, et on finit par se persuader qu'on est une nation de second plan, qui produit une culture de second plan, avec des élites aussi, on peut le faire remarquer, qui effectivement sont totalement vouées et soumises à la vision du monde anglo-saxonne, qui est aussi un de mes combats. Moi je suis un très grand admirateur de la culture anglaise, du peuple américain. De toute façon le français est en général quelqu'un qui s'intéresse aux autres cultures, mais aussi c'est incroyable de voir que dans les élites françaises aujourd'hui, politiques, économiques, l'effort qui est fait en permanence, c'est d'essayer d'être un sous-anglais ou un sous-américain. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe à Hong Kong, ça sera intéressant d'en discuter, et c'est assez tragique, puisque je parlais tout à l'heure avec un trader, puisque c'est une ville de traders ici, qui m'apprenait quelque chose que je ne savais pas, que les traders les plus réputés même ici étaient les traders français, parce qu'ils avaient un très haut niveau en mathématiques, et qu'en fait il y avait même des bureaux de recrutement ici qui engageaient spécifiquement les Français, car ils étaient considérés comme meilleurs que les anglo-saxons techniquement. Ce que je l'ai appris tout à l'heure par quelqu'un qui est du métier, ce que j'ignorais totalement, on me l'avait jamais dit. Et on est toujours dans ce truc où on est soumis à la culture et à la domination anglo-saxonne, et on devient finalement ce que je ressentais moi quand j'allais en Afrique il y a 20 ans, où on voyait finalement, je me rappelle les marques de chaussures, il y avait les chaussures Bata, etc. En France, c'est les chaussures en cuir, en Afrique, elles étaient en plastique thermomoulé. C'est-à-dire qu'on avait un tel mépris pour les Africains qu'on leur vendait de la merde, parce qu'on, voilà. Et ben quand je vois les rappeurs français, quand je vois la célébrité d'un Johnny Hallyday, même s'il a un certain charme, et que je vois ce qui a pu être à un moment donné, là, dans la chanson française, la séquence qui a produit Georges Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel, ça c'était quelque chose qui forçait le respect du monde entier. Je ne parle pas d'Edith Piaf allant chanter au Carnegie Hall, etc. C'est-à-dire que les Anglais, les Américains admettaient que ça, ils ne savaient pas le faire. Ils savaient faire d'autres choses que nous ne savions pas faire, Billie Holiday, les Beatles, etc. Mais on avait ce génie-là qui s'appelait, par exemple, la chanson française. Aujourd'hui, tout ça est en voie
le moindre branleur qui veut faire de la musique essaye de faire un sous-groupe anglo-américain, chante en général en anglais, ou effectivement fait ce qu'on appelle le yéyé. Et je veux dire, c'est assez, quand on est fait partie de ce que j'appelle la grande nation, n'oubliez pas que c'est comme ça qu'on appelait la France au XVIIe et XVIIIe siècle, et imaginez l'humiliation qu'on doit ressentir un Français quand on met en avant Johnny Hallyday aux États-Unis, en Angleterre. Ils éclatent de rire. Oui, c'est du niveau de la chaussure Bata thermomoulée vendue effectivement aux Africains. Ça prouve qu'on est vraiment devenu des je ne vais pas employer un mot vulgaire, quoi, mais je veux dire, on est le tiers-monde de la culture, quoi, voilà. Et c'est très humiliant et très douloureux, notamment pour moi, puisque moi qui fais l'effort de m'intéresser à la création culturelle française de résistance, je vois que si le lien était fait entre les créateurs et les producteurs, si on veut dire ça comme ça, ce qui existait dans le temps, hein, où les gens qui créaient rencontraient des gens qui finançaient, il y a toujours cette qualité de créativité en France, cette imagination française, car je suis certain de ça, que le français a une âme d'artiste et est très, très créatif, très souvent talentueux. Mais le problème, c'est que la jonction n'est plus faite entre les décideurs et les créateurs. Et beaucoup de jeunes de talent en France sont dans une situation de dépression, il faut le voir. Et souvent d'ailleurs obligés de s'expatrier. Beaucoup de mes amis sont partis à l'étranger, en Chine, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, ils sont obligés de quitter la France parce que le talent français est quelque chose de méprisé, de nié en France. Voilà. Et ça, c'est... si je veux reprendre un peu sur comprendre l'Empire, on peut comprendre effectivement la lente domination du modèle anglo-saxon par l'économique, comprendre les conséquences que ça a sur le plan culturel. C'est effectivement, on subit un modèle et une domination qui renvoie, je dirais, à la défaite de Waterloo, c'est-à-dire que depuis Napoléon, on a perdu la main et on est devenu progressivement une nation, je dirais, vaincue, mais on maintenait malgré tout cette puissance culturelle. N'oublions pas que toutes les élites russes apprenaient à parler français et parlaient français, que c'était la langue de la cour en Russie. Or aujourd'hui, quand on voit l'admiration qu'ont pour nous les Russes, que j'ai vérifié moi-même, et qu'on leur tourne le dos politiquement et économiquement, systématiquement, pour être soumis aux Américains par toutes nos élites politiques, alors que les Américains ne nous achètent rien, n'ont rien à nous acheter, et nous volent systématiquement en nous pillant avec des faux dollars, on se pose la question, comment se fait-il que, alors qu'on devrait se tourner vers l'Est, au niveau économique, on a des tas de choses à vendre, on est complètement soumis aux Américains. Et ça, on ne peut pas l'expliquer par la logique de rentabilité économique, mais seulement par la soumission politique. Alors si on s'intéresse un peu à ça, tous nos cadres et nos dirigeants politiques sont membres de clubs et d'associations, la franco-américaine, etc. C'est-à-dire que ce sont des agents américains, et très souvent des traîtres à d'autres pays. On peut parler d'un exemple très précis qui est la carte à puce. La carte à puce avait été inventée par un Français, qui s'appelait Moreno, je crois, qui est mort récemment. Les Américains ne voulaient pas s'en servir parce que c'est une technique qui n'était pas à eux. Par des trahisons françaises, et notamment d'ailleurs, pour ne pas le citer, le frère d'Attali, qui était à la fois un agent de l'étranger en même temps qui contrôlait au niveau de l'État, avait en charge la défense des brevets français. En fait, par des trahisons, le brevet de la carte à puce est placé aujourd'hui sous contrôle, est une propriété des Américains. Et ce qui fait que maintenant la carte à puce fonctionne aussi aux États-Unis parce que c'est à eux. Voilà, on se fait systématiquement avoir, trahir et voler comme ça. C'est incroyablement grave quand on s'y intéresse. Nous sommes aujourd'hui. La France est un pays qui est dans les mains de traîtres intégraux. Je ne parlerai même pas de la présidence Sarkozy. Sarkozy était un agent américain qui n'a jamais à aucun moment défendu les intérêts français. Il a vendu 3 fois l'or français pour soutenir le dollar, je ne sais pas si vous voyez, une période où l'or est le bouclier pour résister contre la prédation du capitalisme financier. C'est de la haute trahison systématique. Nous sommes dans une situation où les élites françaises, qu'elles soient politico-économiques et même culturelles, sont des gens qui sont systématiquement des traîtres à la nation française, au peuple français, sur le plan économique, sur le plan culturel, ce qui donne une situation qui devient gravissime, parce qu'il y a une souffrance du peuple, notamment des classes moyennes, avec une très forte dépression. La France est le premier pays du monde pour les neuroleptiques et les antidépresseurs. Nous avons une immigration française que nous n'avons pas pu assimiler, car pour assimiler, il faut que les gens soient
admiratifs du modèle. On ne peut pas dire à des gens d'aimer la France quand on leur dit que la France c'est de la merde et que tous les Français eux-mêmes sont élevés dans la détestation d'eux-mêmes. Ce qui fait que nous avons créé de toutes pièces une délinquance immigrée qui n'était absolument pas une fatalité et que nous prenons aujourd'hui de plein fouet dans la gueule. Et ce qui est tragique et obscène, c'est que finalement tous les leaders politiques de gauche et de droite disent exactement sur le plan des dangers de la violence immigrée ce que disait Jean-Marie Le Pen à partir de 1973, mais sans jamais lui dire qu'il avait raison, tout en continuant à lui cracher à la gueule comme un maudit. Et nous sommes dans une situation tragique, car nous avons une jeunesse immigrée en France qui est une force vive de la nation, qui n'est pas intégrée au système économique, qui est dans la marginalité, je dirais, culturelle, et qui vit à coup de RSA, de RMI, qui a un coût très cher, alors que normalement, elle devrait faire partie des forces vives de la nation et apporter de la créativité, de la valeur ajoutée, etc. La France est dans une situation... C'est pour ça que c'est un sujet grave, dans une situation de pré-guerre civile. Il faut le savoir, vous êtes peut-être loin aujourd'hui. À Marseille, maintenant les élus locaux demandent l'intervention de l'armée. Il y a des zones de non-droit qui se multiplient en France. Il y a effectivement une salafisation aussi. Il y a avec des manipulations. La France est un pays qui, économiquement, ce mois-ci, je crois que en France métropolitaine, il y a eu 45 000 nouveaux chômeurs. On reconnaît 4,5 millions de chômeurs officiels, ce qui veut dire qu'on doit être à 7 au milieu du chômage réel. On a un pays de dépressifs, un pays où les élites intellectuelles et les diplômés cherchent à fuir à tout prix, notamment fuir la fiscalité, notamment Hong Kong, la fiscalité que le gouvernement socialiste va leur mettre sur la gueule, parce qu'on a bien compris aujourd'hui que le gouvernement dit de gauche, n'ayant pas le courage de défier la finance, et le petit peuple français n'étant plus imposable parce qu'ils ont un niveau de vie trop bas, étant donné qu'il faut aller chercher au jour le jour l'argent où il est pour payer ce racket qui s'appelle la dette, aujourd'hui, le monde politique en place est en train de s'acharner sur ce qu'on appelle les classes moyennes et les couches moyennes salariées, dont la préoccupation aujourd'hui est comment se barrer au plus vite pour sauver nos derniers petits bouts de patrimoine et d'acquis. Et on est dans une situation française qui s'aggrave et qui s'accélère. Ça correspond à la description de ce que je dis dans ce bouquin que j'ai sorti il y a 2 ans. Et effectivement, l'heure est grave. On a à la fois un problème économique grave, un problème de soumission à une puissance étrangère qui est grave, un problème de non-assimilation de notre population immigrée qui devient grave. Il n'y a pratiquement aucune raison de se réjouir en France, il faut le dire. Alors que, quand on réfléchit justement, nous étions le pays qui émigrait le moins à peu près de tous les pays d'Europe, puisque la France était le pays du bien vivre. Nous n'avons connu depuis 1945 aucune guerre, je dirais directe et violente, notamment sur notre territoire, aucune épidémie grave, aucune crise de l'agriculture. Nous faisons en France l'agriculture la plus productive du monde, il faut le savoir. Donc il n'y a on n'arrive pas à comprendre les raisons de l'effondrement de la France sur le plan de son rayonnement, de son plan économique, etc. Autre que quelque part un enchaînement de trahisons et de choix anti-français. Parce que, comme j'essaie de l'expliquer, la crise n'est absolument pas une fatalité. D'une certaine manière, nous avons été plongés dans la crise par une volonté politique. Je le dis moi, si les patriotes français que j'espère reprenaient le pouvoir politique en France, nous pourrions mettre la France dans le bon sens en pratiquement 3 années. Je fais des réunions publiques depuis des années avec ma clientèle, dont je le dis, et un tiers de gens venus d'extrême gauche, un tiers venus du camp national et un tiers issus de l'immigration, ce qui est normalement le cocktail le plus explosif. Eh ben, je n'ai jamais eu en 10 ans de conférences multiples aucune bagarre, aucune violence. C'est-à-dire que quand on réunit un Français d'origine immigrée, un Français patriote et un type d'extrême gauche mais qui continue à réfléchir au-delà de la manipulation du NPA et aujourd'hui de Mélenchon, on a en général des gens qui se retrouvent assez vite et qui sont dont les oppositions disparaissent très vite et qui se rendent compte qu'en fait ils sont victimes de manipulation. On peut en parler d'ailleurs, là nous avons une expo Charlie Hebdo, on pourrait en parler. Moi j'ai beaucoup aimé Charlie Hebdo d'une certaine époque, qui incarnait quelque chose de très français, qui est la pensée libertaire, au sens effectivement de l'insoumission, de la critique, de l'ironie, quelque chose sans doute qui est beaucoup moins présent en Chine. Je ne connais pas bien la Chine, mais sans doute que l'équivalent de Charlie Hebdo doit être difficilement imaginable
en Chine, et c'était un de nos talents. Mais aujourd'hui, si on regarde l'évolution de Charlie Hebdo, le professeur Choron, qui était un ami et un voisin, est mort pratiquement dans la misère. Le journal a été repris en douce par un type qui s'appelle Philippe Val, dont le compagnon a été condamné à 4 ans de prison ferme pour pédophilie, on peut quand même le faire remarquer, qui participe à des conférences apologétiques organisées par le MEDEF, qui a été, alors qu'il se prétend d'extrême gauche, nommé par Sarkozy à la tête de France Inter, ou Radio France. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la collusion libérale-libertaire, dont l'initiateur a été un certain Daniel Cohn-Bendit, qui est quelque chose aussi de très angoissant, où aujourd'hui, un journal comme Charlie Hebdo, qui est censé être un journal d'insoumission, de critique par l'humour, est un journal qui relaie des campagnes de presse de l'extrême droite danoise pour diaboliser, humilier et injurier les musulmans qui sont déjà en France socialement le prolétariat, il ne faut pas oublier, et donc les petites gens qui sont très susceptibles sur la religion car ils sont encore sur des valeurs qui correspondent à ce qu'étaient les nôtres il y a 30 ou 40 ans, ce qu'on peut tout à fait comprendre, ils sont un peu plus traditionnalistes, et aujourd'hui on a un canard comme celui de Philippe Val, dont le boulot est d'inciter à la haine raciale, d'importer en France ce qu'on appelle le conflit de civilisation, qui est quand même la stratégie de l'extrême droite américaine et des néoconservateurs, en relayant des campagnes des journaux d'extrême droite danois, puisque ceux qui ont lancé la première campagne de caricature de Mahomet, c'est le plus grand journal d'extrême droite danois. Et Charlie Hebdo a repris strictement ce qui était dedans. Et avec des journalistes qui ne font jamais leur travail, justement pour poser ce genre de questions. Comment se fait-il que Charlie Hebdo, qui incarne la pensée libertaire d'extrême gauche, relaie une campagne de diabolisation des musulmans qui est là pour inciter à la colère, à l'incompréhension et à la violence, reprise d'un journal d'extrême droite danois? C'est pas normal. Et un Philippe Val a une position aujourd'hui qu'il doit entièrement à Nicolas Sarkozy. Il n'est pas normal que Nicolas Sarkozy, qui représente la droite patronale française, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, la banque et la bourgeoisie, en plus, pas la bourgeoisie du petit entrepreneur, mais la bourgeoisie plutôt de la, je dirais, comprador, il n'est pas normal que Sarkozy sponsorise et aide Philippe Val. Il y a une collusion. Or, cette collusion est facile à expliquer par ce qu'on appelle l'idéologie libérale-libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral, c'est-à-dire la destruction des valeurs pour faciliter la prise du pouvoir de la sauvagerie libérale, puisqu'effectivement, c'est un autre pan de discussion. Les valeurs qu'on peut dire traditionnelles, l'éducation, la morale, est un frein à la violence du libéralisme effréné. C'est-à-dire qu'effectivement, le libéralisme, pour aller au bout de sa logique, est une logique purement parasitaire, et qui est incarnée d'ailleurs par le capitalisme financier hautement spéculatif de Wall Street, qui est aujourd'hui un capitalisme de destruction accélérée de richesse, a besoin, pour continuer à progresser par rapport à l'esprit des peuples, et notamment au bon sens populaire, de détruire intégralement la morale traditionnelle et la morale populaire, qui est une morale de bon sens, dont Michéa parle très bien, en reprenant notamment les termes d'Orwell sur la common decency, c'est-à-dire que les petits gens et les braves gens ont une morale naturelle. Le bien et le mal existent et ils savent ce que c'est. Ils savent que voler c'est mal, que mentir c'est mal, que la délation c'est mal. Or aujourd'hui, nous avons un système qui se sert de l'idéologie libertaire, c'est-à-dire de la transgression, genre il est interdit d'interdire, et la morale c'est mal a priori parce que c'est de la castration, c'est le père, enfin on voit toutes ces médiations qui sont mises en place, et donc on fait une apologie systématique de l'immoralisme et de l'immoralité généralisée pour favoriser finalement la soumission du petit peuple et du peuple en général à la violence du libéralisme intégral, qui est, quand on le regarde bien, une immoralité systématisée. Et le dernier exemple qu'on a eu en France, je suis en première ligne d'ailleurs sur cette question, est l'intervention de quelque chose de très grand qui s'appelle les Femmes, qu'on nous présente comme des militantes féministes, pour venir, par exemple, perturber violemment une manifestation de familles françaises qui se pose la question du bien fondé et de l'urgence, notamment de quelque chose d'étrange, qui est cette loi qu'on appelle le mariage pour tous. C'est comme ça que ça s'appelle, et l'adoption par les couples homosexuels. C'est un sujet de fond, mais ce qui est étrange, c'est que le Parti Socialiste qui vient de prendre le pouvoir ne fait rien pour sauver les emplois, notamment de Mittal, ou la mise en danger d'entreprises françaises comme PSA, puisque les lois européennes interdisent l'intervention de la France pour les sauver, mais par contre va à marche forcée vers des lois sociétales comme le mariage pour tous, qui n'est réclamé par personne et même pas par les homosexuels. Donc on essaie de comprendre aujourd'hui pourquoi,
Un gouvernement qui se dit socialiste, c'est-à-dire qui incarne, soi-disant, la tradition du progressisme français, ne se bat que pour une chose, c'est pour que les couples d'homos qui ont les moyens puissent acheter les enfants du tiers-monde pour en faire je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est un débat qui est pratiquement interdit en France, et on a dans une manifestation de familles qui s'inquiètent d'une dérive qui consiste à toucher un des fondements de la civilisation, qui s'appelle l'exogamie monogamie quand on fait de l'anthropologie et qu'on étudie la structure de la parenté. D'un seul coup, on envoie un groupe qu'on prétend être des féministes, où on voit des filles qui défilent les seins nus dans une manifestation avec des femmes et des enfants, déguisées en bonne sœur avec marqué Fuck God, c'est-à-dire j'encule Dieu, avec des bombes d'aspergeants où il y a marqué sperme dessus. Et ce qui est étrange, c'est que ces personnes qui interviennent violemment dans une manifestation autorisée sont défendues par le gouvernement français, défendues par une ministre qui s'appelle Belkacem, qui est une binationale franco-marocaine qui ne pourrait pas faire ça au Maroc chez Mohamed VI. Elle serait pratiquement immédiatement mise en prison, mais qui donne la leçon au peuple de France. Et je viens de montrer, si vous allez sur le couple, le site Égalité et Réconciliation, c'est un travail d'enquête qu'on a fait, que ces filles qui se prétendent militantes féministes viennent d'Ukraine, payées 3 fois le salaire minimum, $1000 par mois, par un réseau qui remonte à George Soros, c'est-à-dire financier de la haute finance spéculative internationale. Et une de ces animatrices, nous l'avons trouvée, est une prostituée notoire qui vend ses charmes sur Internet et qui prétend être une militante féministe qui combattrait pour les acquis féminins, alors que c'est simplement une prostituée. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un gouvernement français qui sponsorise des putains ukrainiennes pour venir perturber une manifestation de gens qui se posent des questions sur l'avenir de la société française. Et ça, c'est très étrange parce que, en sachant en plus que, d'un point de vue de la loi et de la justice, je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passera sur le long terme, parce que tout est manipulation médiatique. L'association Civitas, dont les députés socialistes ont demandé la dissolution parce qu'ils avaient soi-disant agressé ces personnes, alors qu'on voit bien les vidéos que c'est strictement l'inverse, ont demandé la dissolution de ces associations catholiques de familles, alors qu'en réalité nous sommes face à ce qu'on appelle de la agression en bande organisée, attentat à la pudeur, il est interdit de se balader les seins à l'air dans la rue, coups et blessures, etc. Et tout est présenté de manière inversée, non pas par les militants d'extrême gauche ou les militants homosexuels, qui ne disent rien de la question et qui même s'inquiètent qu'on se serve d'eux et qu'on les manipule, parce qu'aujourd'hui les homosexuels que je connais me disent on n'a pas demandé tout ça et on s'en fout, parce qu'il faut savoir qu'en termes de niche, ça représente rien, c'est même pas une stratégie électorale de vouloir plaire aux homos qui veulent se marier et adopter, c'est tellement 0,00% de la population que ça peut même pas être une stratégie électoraliste. C'est un projet, je dirais, oligarchique de marche forcée. C'est-à-dire que tout ça vient directement, je dirais, des réunions du groupe Bilderberg et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut détruire les structures traditionnelles de résistance à la violence immorale du capital financier. Et c'est un projet qui vient du haut. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus confrontés à des revendications présentées comme des revendications, je dirais, d'émancipation et populaire, alors qu'elles sont voulues par l'oligarchie, que aucune minorité ne les demande. Et là on peut le vérifier quand on interroge les homosexuels du quotidien. Ils disent non seulement ça ne nous intéresse pas le mariage et l'adoption, mais en ce moment on se sert de nous, finalement on nous met en avant dans un combat qui défie la société tout entière, qui va nous retomber sur la gueule, parce que le couillon moyen est persuadé que les homos veulent à tout prix adopter des gosses du tiers-monde pour en faire on ne sait pas trop quoi, alors qu'en fait non, ils n'ont rien demandé. Et c'est assez étrange de voir Taubira monter au créneau, des ministres d'État monter au créneau pour dire il faut que les Français se soumettent à la marche du progrès et finalement les couples moyens qui disent il nous semble qu'il est mieux pour un enfant qu'il naisse d'un papa et d'une maman se font traiter de fascistes par le gouvernement. On n'est même plus face à des petits groupes extrémistes. Et ça, c'est une situation française qui accompagne aussi le fait que Dieudonné vient d'être condamné à 20 000 € d'amende parce qu'il s'amusait à parodier une chanson de Annie Cordy pour incitation à la haine raciale, parce qu'il a chanté « Chaud ananas, chaud abricot, touche à ton cul pour voir si c'est chaud ». Voilà. Et là, on est face à quelque chose d'obscène et de ridicule. Et à la 17e chambre correctionnelle, la partie adverse, j'étais au procès, j'ai été exclu du tribunal à la demande du président, parce que j'intervenais de façon, je m'amusais à intervenir, on était dans le grotesque, quoi. Et l'avocat des associations en face demandait la prison ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un comique franco-camerounais issu de l'extrême gauche,
qui est un antiraciste évident, traité de fils d'héritier d'Hitler par des gens qui sont des supporters de Netanyahou et Lieberman et qui s'extasient devant l'opération plomb durci à Gaza et qui arrivent à faire condamner par le tribunal de la République un comique, quelqu'un qui fait le guignol et qui demande de la prison ferme. On est dans une situation en France qui légitime que demain nous fassions peut-être quelque chose qui va ressembler à une révolution. Vous voyez, je fais partie de ces gens, moi, qui ont décidé de ne pas se laisser baiser jusqu'au bout par des minorités agissantes et des gens qui ne représentent pas ni le génie français ni la France à aucun moment. C'est pour moi une évidence, et c'est une évidence de plus en plus souvent ressentie que quand les gens regardent aujourd'hui des débats télévisés, ils voient des apathies, des je sais pas trop quoi, des animateurs, des experts dont ils ont conscience qu'ils ne représentaient rien et pas du tout eux-mêmes, avec des indices d'écoute qui plongent, qui s'effondrent, etc. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement mon site internet qui fait plus de 3 millions de connexions uniques par an, des vidéos du mois où je monologue sur un canapé, le même que Michel Drucker, il vient de chez Ikea, et qui fait des centaines de milliers de visionnages alors que c'est du bricolage. Donc il y a, pour conclure, parce qu'après je pense que j'ai lancé suffisamment de pistes pour qu'on puisse débattre, il y a à la fois une situation en France totalement bouchée sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan, je dirais même, de la convivialité, et une colère qui monte, et je dirais quelque chose de rassurant, c'est que moi, quand j'ai pris l'avion à Roissy, les types qui sont censés vous fouiller et qui sont tous issus du 9-3 me faisaient des clins d'œil et me disaient bravo pour ce que vous faites, monsieur Soral, j'aurais pu passer avec une Kalachnikov sans problème les portiques. Ah oui, parce qu'il n'y a que des musulmans du 9-3 à la détection. Quand j'ai acheté mon ticket de métro, j'ai acheté mon ticket pour aller en RER jusqu'à Roissy, le type, une fois que j'ai marre du monnaie, fait bon voyage, monsieur Soral. Petit clin d'œil. Le contrôleur du train, bravo pour ce que vous faites, monsieur Soral. Donc je me dis, il y a un petit espoir quand même que la situation bouge à un moment donné, mais on est quand même je le dis, dans une situation de pré-guerre civile, et j'ai peur qu'en France ça se passe mal. On voit qu'il y a des derniers sujets que je vais aborder, l'affaire Mera. On voit qu'aujourd'hui on nous fabrique des attentats de soi-disant islamistes radicaux qui sont des petits marchands de shit qui ont 3 passeports et qui sont qui ont un officier traitant de la DCRI, et qu'on arrive quand même à nous vendre que c'était soi-disant un salafiste, alors que le type roule en bagnole volée, en survêtement, et passe sa vie en boîte de nuit. C'est-à-dire que on organise en France, et à mon avis avec des implications de haut niveau dans l'État, des faux attentats islamistes pour créer de la violence intercommunautaire en France. Et j'ai peur, moi, que cette stratégie s'aggrave encore. C'est qu'aujourd'hui, mes ennemis, plutôt que de faire de la réconciliation nationale comme je le fais, puisque le slogan de mon association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, c'est gauche du travail et droite des valeurs pour une réconciliation nationale, eux, ils essayent de faire péter de la guerre civile en France sur des fractures ethniques et des fractures communautaires pour cacher de la prédation économique, en créant de toutes pièces des faux attentats en France. On a eu encore l'histoire de la soi-disant bombe envoyée dans une épicerie cachère de Sarcelles par un soi-disant salafiste qui était un rappeur niçois, dont d'ailleurs certains ont dit dans les médias que c'est moi qui les armais idéologiquement. C'est-à-dire que ça a été déclaré. J'attaque d'ailleurs la personne qui a dit ça au tribunal. Je l'attaque. Donc on est dans une situation très angoissante où des gens qui détiennent un pouvoir en France de façon illégitime et qui travaillent à la destruction de la France, comme ils savent effectivement qu'ils vont finir par se faire attraper par la patrouille, en sont maintenant à financer des attentats sous faux drapeau pour créer en France une situation de haine raciale entre Français de souche de culture chrétienne et immigrés de confession musulmane, car comme je le fais remarquer à chaque fois, s'il y a des musulmans en France, c'est qu'il y a de l'immigration. Et qu'aujourd'hui, les élites politiques vous disent que l'islam est un danger, mais qu'il ne faut surtout pas arrêter l'immigration. Or, il y a des musulmans parce qu'il y a des immigrés. Donc il y a une malhonnêteté ou une schizophrénie totale, et qui est effectivement la situation actuelle. On montre du doigt par tous les moyens les musulmans en ce moment, toutes les couvertures, l'islam, quel problème, etc. Et à gauche et à droite. Et à aucun moment donné, on arrête, et notamment Charlie Hebdo fait ce jeu dégueulasse, et à aucun moment donné, on décide d'arrêter l'immigration, alors que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'emploi en France, que nous avons un chômage, que nous ne sommes plus capables de les intégrer, de les assimiler, et donc on les fait venir quelque part comme force de déstabilisation pour sauver le pouvoir illégitime d'une bourgeoisie qui n'a plus que ça pour se maintenir, de créer des situations de chaos et de guerre civile, ce qu'on appelle régner par le chaos, livre de Mélanie Klein pour ceux qui l'ont lu. Et c'est ça la situation française. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vu de Hong Kong,
mais c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes, où moi, là, quand je vais rentrer à Paris, je suis encore sous le coup de convocation de juge d'instruction, de procès, etc. C'est-à-dire que toute proportion gardée, il n'y a pas de goulag, mais je suis dans une situation, quand je dis que je suis un intellectuel français dissident, je dirais d'intellectuel soviétique à l'époque Brejnev, où on a un système mensonger qui est en voie d'effondrement, et des patriotes qui n'ont pas d'autre choix que de la marginalité, la clandestinité totale, et qui sont en permanence persécutés, alors que normalement ils incarnent, je dirais, le bon sens, et même voire les élites de leur peuple et de leur nation. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté.